Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour notre deuxième vidéoconférence du fait des circonstances actuelles que chacun connaît et subit. Nous avons le plaisir ce soir de pouvoir entendre et de pouvoir discuter aussi après son intervention avec Pierre Conessa, qui fait partie de notre conseil d'orientation stratégique, qui est un ancien haut fonctionnaire des services de l'État, de différentes administrations, et qui est un grand spécialiste des questions internationales et stratégiques et militaires, et qui aujourd'hui a la gentillesse de nous parler eh bien, de sa vision de la guerre et de la fabrique de l'ennemi. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps et je lui cède tout de suite la parole pour commencer. Merci Pierre. Merci beaucoup Caroline. Vous m'entendez là, c'est bon? Parfait. Bon, alors, j'ai passé un certain nombre d'années au ministère de la Défense à faire tout sauf de l'administration. Et en quittant le ministère, je me suis intéressé à quelque chose qui avait finalement été le fil conducteur de mon passage au ministère de la Défense, c'est-à-dire, ayant travaillé dans les affaires stratégiques, le renseignement, etc., c'était finalement la fabrication de l'ennemi, c'est-à-dire pourquoi faire la guerre. Donc si vous voulez, il faut garder à l'idée que la guerre, c'est effectivement un moment d'inversion de valeur complet, c'est-à-dire qu'on est obligé de tuer alors qu'habituellement il est interdit de tuer. Celui qui refuse de tuer, il peut être tué par ses camarades. Et donc l'autre doit être une menace, un risque, un ennemi, enfin quelque chose qui... Et donc il vaut mieux être convaincu. Vous savez, il faut garder à l'idée cette phrase de Pierre Desproges qui disait « l'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi c'est nous alors qu'en fait l'ennemi c'est lui ». Et c'est tout à fait l'ambiguïté des services stratégiques, c'est-à-dire on est effectivement le camp du bien et les autres sont le camp du mal. Alors comment est-ce qu'on construit le mal? C'est ça ma démonstration, enfin en tout cas c'est ça que j'ai essayé d'analyser en me tenant un peu à l'écart de toute prise de position. Voilà, alors, premier rappel qu'il faut bien garder à l'esprit, une démocratie n'est pas pacifiste par nature, c'est pas vrai, une dictature n'est pas belliciste par nature. Bon. Si les démocraties étaient pacifistes, elles n'auraient pas conquis la moitié de la planète pendant les colonisations, Israël ne coloniserait pas les territoires occupés et les Américains n'auraient jamais envahi l'Irak. Bon. Et à l'inverse, la dictature de Salazar n'a jamais fait la guerre. Donc, faut surtout éviter ce postulat consistant à penser que ce sont les autres qui déclenchent la guerre. La différence, c'est que quand une guerre est menée par une démocratie, il faut convaincre l'opinion. Donc une guerre dans un pays démocratique doit être démocratique. C'est ce mécanisme de conviction qui m'a intéressé. Évidemment, un des moyens que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est évidemment l'argumentaire religieux, mais j'y reviendrai parce que c'est un des cas particuliers de déclenchement des conflits. Alors, pourquoi je pars de cette idée? C'est que si on regarde un ouvrage extrêmement important qui s'appelle Monde rebelle, qui recense l'ensemble des rébellions sur la surface de la planète, grosso modo, ils en recensent environ 400, si vous voulez, qui vont depuis l'insurrection régionale, la guerre ouverte, le terrorisme, etc. Or, quand on regarde les think tanks les plus connus, c'est en gros, c'est-à-dire ceux qu'on utilise nous, ils n'en retiennent environ que 40. Alors, voilà, ma question, c'est quelles sont les crises que ces think tanks vont nous dire, celles-là sont importantes, les autres ne le sont pas. Alors, un des mécanismes qui me paraît très important à comprendre, c'est qu'on a longtemps fonctionné, après le discours de Eisenhower en 1953, qui parlait du complexe militaro-industriel aux États-Unis, pour expliquer les conflits. Bon, en fait, c'est pas, surtout depuis la disparition de l'URSS, ça fait longtemps que le complexe militaro-industriel ne contribue pas à déclencher la guerre pour plusieurs raisons. D'abord parce que les militaires sont militaristes mais ils ne sont pas bellicistes, et que par contre les industriels, si vous voulez, ne s'intéressent évidemment qu'aux conflits dans lesquels il y a du matériel à vendre. Par contre, est apparu quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, que les Américains appellent les strategists, c'est-à-dire en fait l'appareil militaro-intellectuel. C'est-à-dire justement les think tanks dont vous faites partie, les organismes publics en charge des questions stratégiques, les services de renseignement, et puis évidemment une strate qui s'est progressivement additionnée à tout ça, et qui vont contribuer à définir des menaces et des risques, qui sont des intellectuels, des journalistes, des diasporas, etc. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Bon. On a tous en tête le déclenchement de la guerre en Libye, dans lequel ce ne sont pas les militaires qui ont poussé à intervenir sur la crise en Libye, mais c'est un célèbre individu qui porte le nom d'un grand magasin, BHV ou un truc comme ça. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. On voit bien que dans ce cas-là, on n'est pas dans l'ambiance de la guerre de 14, c'est-à-dire ce ne sont pas les militaires et les organes stratégiques qui déclenchent le conflit. C'est une des caractéristiques essentielles qui, évidemment,
s'est amplifié avec la disparition de l'URSS. C'est-à-dire, là où on était, si vous voulez, sur un paysage stratégique et des concepts militaires qui étaient assez figés, il est évident que la disparition de l'ennemi principal a laissé un grand désarroi dans les milieux stratégiques, puisqu'il y avait évidemment des risques de menaces. Sans conflit, c'est difficile d'entretenir des penseurs de la guerre. Par contre, alors ça n'a pas empêché de multiples interventions militaires, parfois prenant forme de guerre, mais souvent d'opérations de maintien de la paix, d'opérations extérieures, d'opérations de pacification, tout ce qu'on veut, mais qui en fait se sont pas mal multipliées depuis 1991. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut bien comprendre pourquoi ces stratégistes, c'est-à-dire ce complexe militaro-intellectuel, a pris une importance croissante, bien plus importante que les industriels. Donc, petite remarque, les faiseurs d'opinion dans la guerre ne sont pas les intellectuels et les médias les plus lucides, mais ce sont ceux qui sont les plus lus et les plus écoutés et les plus regardés. C'est-à-dire que là, on a déplacé le champ du débat stratégique sur les plateaux télévisés. Mais on aura l'occasion d'en donner quelques exemples. Alors, donc la fabrication de l'ennemi, c'est un processus sociologique. C'est-à-dire qu'il faut des marqueurs pour dire, voilà, celui-là c'est notre ennemi parce que ci, parce que ça. Il faut une idéologie, évidemment, pour expliquer que lui c'est le méchant et nous le gentil. Et puis, évidemment, il faut montrer que c'est une menace. La deuxième partie de ma présentation, ce sera de montrer la typologie de fabrication des ennemis, puisque ça procède de mécanismes sociologiques différents. Et puis, le troisième point, qui est un des plus importants et qui m'étonne qu'on n'ait jamais traité, c'est comment déconstruire l'ennemi. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de vivre sans ennemi? Et c'est un acte politique. La meilleure preuve, c'est évidemment le traité de l'Élysée, c'est-à-dire là où deux ennemis héréditaires, la France et l'Allemagne, ont décidé d'arrêter le match. Bon. Donc, mais on y arrivera. Donc, passons à la première partie sur le processus sociologique de fabrication de l'ennemi. Alors, l'ennemi, évidemment, doit avoir des caractéristiques dignes d'un film hollywoodien, c'est-à-dire ça doit être le mal, c'est le tyrannique, c'est l'homme qui est menaçant, c'est le cruel, c'est l'inhumain. Donc là, je vous en donne quelques exemples, mais vous voyez que je les ai pris des deux côtés, c'est-à-dire vous avez évidemment ici Ahmadinejad, qui était le prototype, si vous voulez, de l'ancien combattant iranien de la guerre Iran-Irak, qui était considéré comme le symbole même du belliciste iranien. Ici à droite, c'est effectivement une exécution en Afghanistan. En bas à droite, c'est une image de la prison d'Abu Ghraib, c'est-à-dire de la façon dont les Américains ont traité eux-mêmes les prisonniers irakiens. Et puis, évidemment, l'image du 11 septembre. Donc on a, si vous voulez, dans cet ensemble d'icônes, tout ce qu'il faut pour construire un scénario de guerre. Encore une fois, je ne prends pas position pour les uns ou pour les autres. Hein. Je montre comment on construit un ennemi. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si on reprend quelques exemples passés assez étonnants, si vous voulez, on se dit, bah si c'était quand même étonnant. Bon, regardez cette image de Margaret Thatcher expliquant que Mandela était un terroriste. À l'époque où elle ne voulait pas appliquer les sanctions contre l'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid. En haut, en bas à gauche, évidemment, vous avez Gamal Abdel Nasser, qu'on a considéré comme une menace, alors que quand on sait ce que sont devenus les islamistes qu'ils combattaient, on se dit qu'on avait effectivement une analyse stratégique incroyablement idiote. Et c'est le phénomène qu'on a connu, si vous voulez, avec tout ce qui a été le socialisme arabe. C'était des dictatures, c'est-à-dire qu'effectivement, ça faisait partie de ces décolonisations ratées, mais il reste que, effectivement, Nasser aurait été quand même un partenaire beaucoup plus intéressant que ne l'ont été par la suite des systèmes islamistes. Alors, en haut à gauche, je vous l'ai mis quand même pour le plaisir, c'est-à-dire là, ce sont des généraux nord-coréens. Les généraux nord-coréens, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont beaucoup de médailles, ce qui est quand même étonnant, parce qu'ils n'ont pas fait la guerre depuis 1953, mais vous voyez qu'ils sont obligés d'en faire descendre sur le pantalon. Donc il faudrait penser à dire quelque chose comme ça aux officiers français, parce que quand même là, nous, avec notre petite plaquette de médailles, c'est quand même un peu chiche, quoi. Alors, il y a un cas particulier qui est extrêmement intéressant, c'est le tyran riche. Pourquoi je dis le tyran riche? Parce que de temps en temps, c'est un ennemi, de temps en temps, c'est un ennemi. Un ami, de temps en temps, c'est un ennemi. Bon. Je vous en ai pris un qui a fait toute la trajectoire, c'est Saddam Hussein. Saddam Hussein, le personnage était d'une violence et d'une tyrannie indiscutable, mais selon les circonstances, on le prenait soit comme un tyran moderniste, et dans ce cas-là, effectivement, on pouvait lui vendre des armes. D'autre part, c'était celui qui pouvait combattre ce qu'on considérait comme une menace première, par exemple l'Iran khoméniste. Pardon. Et puis, évidemment, peu importe qu'il ait cette espèce de mégalomanie de tous les tyrans militaristes comme ça, là vous avez en bas à droite des images de statuaires le représentant comme le successeur de Saladin. Je vous ai mis également à gauche, au milieu de l'écran, le moment où Rumsfeld vient serrer la main de Saddam Hussein pour lui fournir les précurseurs des armes chimiques qu'il va utiliser contre les Kurdes de Halabja. Évidemment, les affaires sont les affaires. Cas suivant. Donc vous voyez que ça peut être de temps en temps un ami, de temps en temps un ennemi. Aujourd'hui, on a un cas qui est quand même très intéressant, c'est Mohamed Ben Salman. Mohamed Ben Salman, c'est le moderniste.
Vous savez, c'est l'homme qui autorise les femmes à conduire. Ciel, mon Dieu, quelle transformation. Il a mis quand même en tôle une fille qui s'appelle Alatoul, qui est en prison depuis 3 ans, simplement parce qu'elle avait osé conduire avant d'en avoir l'autorisation. Donc vous voyez que c'est quand même un pays qui est bien géré. Bon. Et deuxième chose, en bas, vous avez évidemment l'image de Khashoggi, qui est ce journaliste d'opposition, grande famille d'ailleurs, hein, saoudienne, mais qui évidemment avait le tort depuis l'étranger de critiquer le système saoudien, dont il faut rappeler quand même, parmi ces grands faits d'armes, qu'il a condamné un individu à 1000 coups de fouet et 10 ans de prison simplement pour avoir demandé la liberté de conscience en Arabie Saoudite. Mais Mohamed Ben Salman, c'est un moderniste. Donc, je dirais, faut décortiquer le concept, mais faites attention, dites toujours que c'est un moderniste. Par exemple, vous avez un livre extrêmement intéressant. Je sors au mois de mars, d'ailleurs, un bouquin sur le lobby saoudien en France. Il y a un livre de Christine O'Krent qui s'appelle Mohamed Ben Salman, le prince mystère de l'Arabie Saoudite. C'est une biographie d'un être vivant qu'elle n'a jamais rencontré. C'est quand même une performance pour une biographie, mais enfin, ça vous laisse penser qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui sont prêts à expliquer que c'est un moderniste. Alors, je reviens une minute sur une mécanique qui est extrêmement importante, c'est la fabrication du héros. Alors évidemment, tout le monde connaît John Wayne. Bon, il a tué probablement plus d'Indiens que toutes les guerres indiennes à lui tout seul. Le cas le plus intéressant, le plus contemporain, c'est Rambo, c'est Sylvester Stallone. Dans le film Rambo 2, il retourne au Vietnam. Alors ce qui était intéressant dans la trajectoire de Rambo, c'est que dans le Rambo 1, rappelez-vous, c'est l'ancien combattant qui se révolte parce qu'il est maltraité par la société américaine. Bon, ça le fâche, il rase un village, hein, vous vous souvenez, un village américain. Dans Rambo 2, il est redevenu belliciste et il va retourner au Vietnam pour libérer des pilotes américains qui n'ont jamais été libérés par ces salauds vietnamiens en dépit des accords de Paris. Pardon. Alors, j'ai compté, il tue 76 personnes dans son film. Parce que vous voyez pourquoi je dis que c'est un super-héros, c'est-à-dire que vous remarquerez qu'il est de préférence torse nu, ce qui est classique. Général Pinatel, vous penserez qu'il faut toujours être torse nu pour être un super-héros. Et donc, je vous dis, à lui tout seul, il va abattre un hélicoptère avec toutes sortes d'armes, etc. Au milieu, vous avez le héros version salafiste, c'est-à-dire toutes ces images. Il y a aujourd'hui à peu près 400 vidéos de décapitation mises en ligne par le Daesh et Al-Qaïda. Ça veut dire qu'on vous fabrique un héros qui va vous démontrer in vivo une décapitation. Vous comprenez le processus de conviction de décapitation du professeur Paty. Donc fabriquer ces héros, c'est toujours montrer que de toute façon tout est possible puisqu'on est du côté du bien. Alors il y a un cas très intéressant, c'est ce film sur American Sniper. Alors American Sniper, c'est le type qui est au milieu en bas là, qui était un sniper. Donc un sniper, c'est quelqu'un qui tue quelqu'un entre 1 km à 1,2 km de distance. C'est-à-dire que c'est pas vraiment l'individu qui enfonce sa baïonnette dans le ventre de quelqu'un qui voit dans les cieux. Mais on en a fait un héros parce que je crois qu'il a tué 450 personnes, mais on ne lui en a accrédité que de 320 ou 330. Donc c'est un homme qui a été victime d'une injustice profonde. Et donc on en a fait un film qui en fait ce héros. C'est quand même assez fascinant de penser qu'on fait un héros d'un type qui n'est pas un combattant au sens propre du terme. Mais la mécanique hollywoodienne est faite de telle manière, vous voyez d'ailleurs le titre de l'affiche, The Most Lethal Sniper, c'est-à-dire le sniper le plus tuant. Alors simultanément, circulait sur Internet une vidéo faite par les salafistes djihadistes sur un sniper irakien qui s'appelle Juba, qui lui tuait des soldats américains. Évidemment, la qualité cinématographique est moins bonne que celle faite par Hollywood, mais ça vous dit que finalement on se dit mais lequel des deux est un héros, puisqu'ils sont exactement dans la même situation. Ils en avaient fait une bande dessinée, vous voyez à gauche, sur le sniper Juba. J'en termine sur cette histoire. Le personnage qui est au milieu en haut est un ancien combattant qui, lui, à la différence de Chris Kyle, n'était pas traumatisé, était traumatisé par la guerre. Il souffrait du syndrome post-traumatique. Et Chris Kyle, lui, qui par contre, effectivement, avait peu de problèmes de conscience, il est quand même retourné 3 fois en Irak alors qu'il était jeune marié, ce qui prouve qu'il devait s'emmerder chez lui. Et il s'occupait d'anciens combattants revenant d'Irak qui souffraient du syndrome post-traumatique, dont cet individu qui est là. Et il a dû probablement tellement les raser avec ses récits de guerre, alors que les autres avaient connu autre chose que ce qu'il avait connu lui, que ce type, un jour, il entraînait dans un stand de tir, c'est-à-dire qu'il faisait tirer pour les réintégrer dans la société américaine. Étrange processus, mais enfin c'est comme ça. Et bien ce type, on a tellement eu marre d'entendre Chris Kyle raconter sa vie, qu'il l'a abattu. C'est-à-dire que l'ancien combattant traumatisé a abattu le héros américain. Donc passons au cas suivant, parce que vous voyez, vous avez le cas intéressant d'un héros fabriqué et qui manque de chance, n'est pas traité comme il aurait dû.
Mais j'arrête, si vous avez l'occasion de voir le film, regardez-le. C'est un film de propagande, très bien réalisé. De la même façon, si vous voulez, il faut prendre comme mécanisme de fabrication de la guerre les grands think tanks, et j'en prends un qui, si vous voulez, qui a eu son heure de gloire, qui était le choc des civilisations de Huntington, sorti juste après la disparition de l'URSS, où il expliquait qu'il y avait des blocs culturels et religieux à la surface de la planète et que ces blocs étaient destinés à se faire la guerre. Il incluait là-dedans évidemment que le monde arabo-musulman était agressif par nature, que le monde slave aussi était agressif, mais que le monde américain était pacifique par nature. Bon, comme on le sait, il n'y a pas eu de pays qui a fait plus de guerres depuis 91 que les États-Unis et les Occidentaux, mais c'est pas grave, le postulat a été posé, c'est-à-dire c'est le camp du bien, c'est le camp qui va faire la police de la planète et qui donc va envoyer des forces partout pour calmer les gens. Vous en voyez les résultats, puisque effectivement, en retour, il y a un certain nombre de belligérants qui considéraient que l'envoi de nos troupes n'était pas destiné à établir la paix et qui ont fait des attentats sur notre territoire. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, je vous signale que le choc des civilisations a été traduit en 34 langues, ce qui veut dire que ça a drôlement structuré le débat. Dans le complexe militaro-intellectuel, vous avez évidemment un certain nombre de gens qui sont des figures de proue. BHL et la Libye, je n'y reviens pas. Adler, très fort Adler aussi, parce que lui c'est un homme à un débit d'orateur romain, c'est-à-dire qu'il est capable de vous développer n'importe quel thème sur n'importe quel sujet. Par exemple, le dernier article de lui que je lisais, que j'ai retrouvé dans mes archives, c'est un article dans lequel il expliquait que l'assassinat de Khashoggi, contrairement à ce qu'on disait, n'était pas le fait de Mohamed Ben Salman, mais de Erdogan. Bon, il manque de chance pour lui, Mohamed Ben Salman a reconnu sa responsabilité, la CIA aussi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il est capable de vous démontrer ce que vous voulez. Une fois, j'étais même dans une réunion au ministère de la Défense et il faisait un long développement sur je ne sais quel sujet en citant des archives du KGB. Et je me tourne vers le type de la DGSE, je lui dis c'est intéressant ce qu'il vous raconte. Vous avez ces archives? Il me dit non, il invente. Ça vous donne une douche froide si vous voulez d'un seul coup quand vous voyez ça. Tout à fait. En bas aussi, à gauche, je vous ai mis un article sur les principes du bouddhisme. Bon, pour nous, le bouddhisme, c'est le Dalai Lama et Mathieu Ricard. Par contre, le bouddhisme tibétain, contrairement à l'image qu'on en a donnée, c'est un pays, une zone dans laquelle le bouddhisme était belliciste, c'est-à-dire qu'il y avait des combats entre monastères, notamment pour la ressource fiscale. Donc, si vous voulez, le complexe militaro-intellectuel est là pour construire le bien et le mal, et nous avons un certain nombre de champions en la matière, comme les Américains. Nous, on a des super intellectuels et les Américains ont des super-héros, mais chacun a sa spécialité. Vous avez également un rôle extrêmement important joué par les médias, évidemment, y compris Internet. Mais je reviens sur un groupe essentiel qui est le groupe Fox News, qui est ce groupe de Murdoch, le magnat australien. Alors ça, c'était l'image du Sun, le journal britannique, le quotidien, quand Chirac a refusé la guerre d'Irak. Vous remarquerez l'élégance de la démonstration sur l'analyse politique de Chirac. À droite, je vous ai mis une carte qui était sur Sky News, c'était une carte du Moyen-Orient dont vous remarquerez que l'Égypte se trouve à la place de l'Irak, qui vous montre l'extrême précision, si vous voulez, de l'information apportée par ce genre de média. Mais c'est un média qui a soutenu Trump jusqu'au bout. Donc c'est un acteur, si vous voulez, du complexe militaro-intellectuel. Alors, un acteur aussi qui mériterait analyse, si vous voulez, qui est extrêmement important, puisqu'à la cause de la mondialisation, si vous voulez, se sont constitués à peu près partout des diasporas qui vont peser, soit en prenant la nationalité du pays d'accueil, soit en s'organisant, si vous voulez, pour peser dans des choix politiques. Donc en haut à droite, vous avez l'IPAC, c'est-à-dire l'association américaine, israélo-américaine, qui évidemment est un acteur important, puisque sur leur site, ils recensent le nombre de parlementaires qu'ils ont fait élire. Ça ne peut pas être plus clair. Au milieu, vous avez les Moudjahidines du peuple, qui sont un résidu de l'opposition au régime iranien. Les Moudjahidines du peuple ont réussi à avoir un certain nombre d'entrées dans le monde politique. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que pour les Iraniens, les Moudjahidines du peuple, c'est les gens qui ont soutenu Saddam Hussein dans la guerre contre Iran-Irak. Imaginez qu'après-guerre, on ait un camp des collabos, si vous voulez, qui essaye de dire qu'ils représentent le pays. Si on compare les deux situations, on se rend compte de ce que ça signifie. Mais par contre, ici, l'ambiance iranophobe est telle que les Moudjahidines du peuple sont considérés comme des combattants de la liberté. On en a eu d'autres, hein. Rappelez-vous, les Moudjahidines afghans aussi, c'était des combattants de la liberté. En bas à gauche, vous avez Narendra Modi, le nouveau Premier ministre de l'Inde. Je reviendrai sur le radicalisme hindouiste, parce que, encore une fois, on imagine que l'Inde est un pays du pacifisme et de la gentillesse.
Or, on voit avec Narendra Modi que les 190 millions de musulmans serrent les fesses aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des tas de mesures législatives pour les empêcher d'exercer un certain nombre de professions, d'avoir des positions dans l'administration, dans le monde politique, etc., etc. Donc on a un régime raciste légal qui est en train de s'installer en même. Et puis en bas, vous avez la manifestation contre l'islamophobie en France, dans laquelle nous avons notre champion national Mélenchon, qui les enfile comme des perles. C'est-à-dire que le collectif contre l'islamophobie en France est un collectif que moi j'ai eu l'occasion de fréquenter, parce que quand je faisais un rapport sur la lutte contre la radicalisation, je les ai appelés pour leur demander je voudrais vous voir, parce que je travaille sur la radicalisation, je voudrais connaître votre point de vue. Alors je suis tombé sur l'attaché de presse qui est une convertie, et qui me dit non, nous, ça ne nous intéresse pas, nous seuls nous intéressent les ex-islamophobes. Ah. Mais enfin, quand il y a Mera ou Nemouche, vous devez avoir une position. Non, nous, ça ne nous concerne pas. Ah. Je dis, c'est marrant, quand je discute avec vous, j'ai l'impression de discuter avec le CRIF. Il y a eu un grand silence quand j'ai fait cette comparaison. Et puis j'ai dit, quand vous avez un juif radical et un musulman intégriste qui se tapent dessus, comment fait-on? C'est de l'islamophobie ou c'est de l'antisémitisme? C'est le premier des deux qui déclare qui a gagné, et je ne sais pas pourquoi elle a raccroché. Donc ces organisations religieuses sont des organisations qui pèsent dans le débat, justement en construisant un discours de la victimologie. Et par exemple, je reviens sur le cas indien, si vous voulez, le grand penseur de Modi, le grand penseur idéologique de Modi, c'est un homme qui s'appelle Savarkar, qui date à peu près de la génération de Gandhi, et qui avait écrit un livre qui s'appelle Who is Hindu, pour expliquer que dans tout le sous-continent, seuls avaient droit légitime d'exister les hindous. Et donc que les musulmans n'avaient qu'à s'en aller, que les musulmans en 7 siècles avaient massacré 100 millions d'Indiens. Et donc il avait une géopolitique, que je vous démontrerai un jour si vous voulez, mais qui sont les penseurs, et c'est un de ses disciples d'Savarkar qui a assassiné Gandhi, parce que Gandhi avait accepté l'existence du Pakistan. Donc voilà, vous avez ces organisations religieuses et ces organisations politiques qui pèsent à l'intérieur du pays d'accueil pour la guerre ou contre la guerre. Bon, ça évidemment, alors le cas classique, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est le péril jaune. Le péril jaune, c'est une vieille thématique qui monte à la fin du 19e siècle. Quand les Allemands avaient un peu de retard à l'allumage en matière de colonisation, Guillaume II avait inventé le concept de péril jaune pour expliquer que les Chinois, qui étaient 400 millions, n'allaient pas tarder à envahir. Vous voyez qu'à 400 millions, déjà, on sentait la menace. Bon, ils sont à 1,3 million aujourd'hui, on attend toujours que ça déborde, mais ça ne fait rien. L'important, l'argumentaire démographique dans la construction de la menace est extrêmement important. Alors, l'important, c'est le nombre, donc c'est l'image en bas à gauche. Vous savez, dès que vous avez un défilé avec des hommes comme ça, on vous dit, oulala, c'est menaçant. Vous avez évidemment la bande dessinée, alors tout le monde a lu Le Secret de l'Espadon. Et puis là, la dernière version, c'est-à-dire c'est Trump expliquant que le déficit à l'égard de la Chine, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a un fonds de commerce qui est le péril jaune. Alors, l'intérêt du péril jaune, c'est que c'est un concept générique, c'est-à-dire qu'il a été, rappelez-vous, avec Fu Manchu, c'était un Manchu dans le cinéma hollywoodien. Après, ça a été les Japonais. Après, ça a été les Coréens. Après, ça a été les Vietnamiens. Et maintenant, c'est les Chinois. Donc, l'avantage du péril jaune, c'est que tout ce qui est jaune est par nature un péril. Alors, la typologie des ennemis. Moi, j'en ai identifié quelques-uns et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je fais cette différence. Alors, le premier, c'est celui qu'on connaît le mieux. C'est évidemment, allez-y, slide suivante, c'est l'ennemi proche, c'est-à-dire celui avec lequel on a un différent frontalier pour un lot de terre. Alors, je ne m'attarde pas sur l'Alsace-Lorraine, sur le Corel avec l'Allemagne, etc. Mais c'est évident que l'enjeu, c'est une espèce de terre qui est complètement sacralisée, qu'il faut absolument récupérer, et que, évidemment, il faut construire des images de l'ennemi et du combattant qui sont compatibles avec la conduite de la guerre. Alors, vous voyez, par exemple, là, ici, vous avez l'Allemand et par nature un individu qui est prêt à violer les femmes françaises, dont on se demande d'ailleurs pourquoi elles sont couchées toutes nues comme ça, sur cette image. Et puis, vous avez le petit débrouillard français qui, lui, Zizi, le tueur de Boche, bande dessinée de l'entre-deux-guerres. Je ne m'arrête pas là-dessus, le cas de la France et de l'Allemagne sera plus intéressant en matière de réconciliation. Plus intéressant, si vous voulez, ce différent frontalier Bolivie-Chili. Pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'il s'est passé à la fin du 19e siècle une guerre dans laquelle la Bolivie, qui avait à l'époque un accès à la mer, se retrouvait contre une coalition qui unissait le Pérou et le Chili, et elle a perdu la guerre, et donc elle a perdu son accès à la mer. Et depuis cette époque-là, la Bolivie essaye de négocier un accès à la mer, c'est un pays totalement enclavé. Or, on est, si vous voulez, l'accès à la mer à travers le désert d'Atacama, qui est un des déserts les plus horribles de la planète. Mais le Chili, dont on connaît les militaires et les Péruviens, se refusent à négocier le moindre parcelle de leur territoire. Donc, on est dans une situation héritée d'une guerre idiote pour aboutir à une situation absurde. Donc voilà, là vous avez le problème de la terre sacrée, si vous voulez, quand on est sur un conflit sur l'ennemi proche. Bon, ici vous avez évidemment la représentation de quelque chose pour lequel normalement on pourrait espérer que ces deux pays auraient de quoi penser à autre chose, c'est-à-dire le conflit sur le Sahara occidental
Donc vous voyez dans une carte marocaine que le véritable Maroc devrait être un pointillé qui couvre évidemment le Maroc, le Sahara occidental, une partie de la Mauritanie, une partie de l'Algérie. Donc il y a de quoi fâcher les Algériens, les Maliens, évidemment, etc. Donc vous voyez comment ces représentations créent une espèce de mythologie cartographique. Et j'en donnerai d'autres exemples. Alors, deuxième catégorie, c'est celle qu'on a connue évidemment pendant toute l'époque de la guerre froide, mais aussi pendant toutes les rivalités impériales, c'est-à-dire on raisonne à l'échelle de la planète. Alors évidemment, les images pour dénoncer l'autre sont toujours évidemment les mêmes, c'est-à-dire vous avez la pieuvre, alors les Américains en haut à gauche, ou les Britanniques en haut à gauche ou les Américains en bas, montrant qu'effectivement cet impérialisme a ses tentacules partout, et donc qui va gérer, si vous voulez, ou intervenir dans les affaires des autres. Évidemment, l'image du milieu, c'est Pinochet, c'est-à-dire l'exemple même du coup d'État organisé par la CIA contre un gouvernement socialiste. Alors évidemment, pour se présenter soi-même, quand même, là, il faut quand même se présenter mieux que ce que les autres ne vont dénoncer. Donc, vous avez en bas deux images caractéristiques de l'iconographie impériale, c'est-à-dire vous avez le lion britannique et puis la France porteuse de civilisation, qui, vous voyez, dans laquelle la France éclaire le monde. Alors évidemment, il y a aussi une récupération coloniale avec le Yabon Banania, vous vous souvenez, le tirailleur sénégalais, souriant, gentil, etc., etc. Donc dans cette rivalité impériale, on a des systèmes qui sont connus, c'est-à-dire c'est à la fois le culte de la puissance et le partage du monde. C'est-à-dire, on avait la reine Victoria, mais on a eu ensuite Staline, ou on a eu le président des États-Unis, qui était chargé chacun de raisonner à l'échelle de la planète. Et évidemment, vous avez tout un dispositif de base, par exemple. Là, ici, j'ai la répartition des bases militaires américaines à la surface de la planète, dont on voit qu'effectivement, la sécurité du territoire américain se joue parfois très très loin du territoire continental. Donc, ce partage du monde, c'est évidemment que on est un allié, quelle que soit la nature du régime. Nous, le monde libre, on a soutenu un certain nombre de dictateurs parce qu'ils étaient du bon côté. Le paradoxe, c'est probablement l'Arabie Saoudite, si vous voulez, qui était considérée parce que religieuse, donc anticommuniste, comme un allié fidèle. Autre catégorie, évidemment, troisième catégorie, c'est le problème de la guerre civile. La guerre civile, c'est l'ennemi voisin, c'est-à-dire l'ennemi intime. C'est celui qu'il faut assassiner. Si c'est votre voisin, il faut le tuer avant qu'il ne vous tue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne de front dans la guerre civile. Il y a un combat de proximité. Et on l'a bien vu, si vous voulez, aussi bien en Yougoslavie, où on a pensé qu'après 40 ans de titisme, si vous voulez, Serbes, Croates et Bosniaques ne se massacreraient plus. Or, pas du tout. On s'est constaté qu'en dépit des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, en Yougoslavie, qui avait été un des pays les plus résistants à l'occupation nazie, on avait encore, si vous voulez, tous ces critères de différenciation ethno-religieuse. Le paradoxe étant qu'effectivement, ils sont tous slaves, mais que les uns sont catholiques romains, les autres sont orthodoxes et les troisièmes sont musulmans. Vous voyez, encore une fois, le poids du facteur religieux pour quelque chose où des gens parlent exactement tous la même langue. Il écrivait évidemment avec des caractères différents, latin, cyrillique ou... non, d'ailleurs, il écrivait aussi, les Bosniaques écrivaient aussi l'arabe en caractère latin. Et donc, vous avez là l'exemple de la guerre civile, c'est-à-dire finalement le massacre et l'épuration ethnique sont deux caractéristiques de la guerre civile. En bas, vous avez à gauche une cérémonie religieuse en Irak qui a été frappée par un attentat, parce que là aussi, dans le monde irakien ou dans le monde arabo-musulman, vous avez des guerres civiles aujourd'hui entre sunnites et chiites. Bon, donc, vous voyez, dans un pèlerinage, c'est quand même ce qu'on dit parmi les choses les plus horribles. Là, on est plutôt, si vous voulez, aujourd'hui dans les guerres idéologiques. C'est-à-dire, on a vécu les totalitarismes laïques, on est aujourd'hui dans les totalitarismes religieux. C'est-à-dire, ça part d'un concept idéologique, et ce concept idéologique doit s'appliquer à la planète entière. Donc, évidemment, le sommet qu'on a connu, en tout cas le plus récemment, c'était le maoïsme, si vous voulez, avec le petit livre rouge dans lequel, effectivement, toute la science humaine était censée retenir dans un exemplaire d'un petit bouquin qui faisait une 50aine de pages. Mais enfin, la référence à un texte comme ça, qui soit d'origine humaine, comme le petit livre rouge, ou qui soit d'origine religieuse, comme le Coran, le Talmud ou le Nouveau Testament, c'est toujours pareil. C'est un texte qui a valeur idéologique, qu'il soit religieuse ou laïque, et pour lequel on va légitimer la violence qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, je vous ai en bas à droite, des colons israéliens dans les territoires occupés, donc vous remarquerez que c'est l'ère de la paix et de la concorde, hein, puisque vous voyez l'armement, et c'est un comportement d'invasion et d'épuration ethnique qui se passe aujourd'hui dans les territoires occupés. En haut, vous avez évidemment les musulmans avec l'islam qui va dominer le monde, et puis enfin vous avez aujourd'hui en bas l'exemple de gens qui vont finalement se faire sauter, des kamikazes. Là, c'est une kamikaze belge qui est allée se faire sauter en Irak.
Donc on est sur des situations où, si vous voulez, la conviction idéologique est telle que ça va jusqu'au sacrifice, puisque vous savez que l'attentat suicide est devenu une arme, si vous voulez, aujourd'hui utilisée avec finalement une capacité absolument incroyable. Ça veut dire qu'on est capable de convaincre un individu, quelle que soit son origine, que finalement la seule solution pour lui, c'est de tuer en se faisant sauter lui-même. Alors, un des exemples les plus intéressants dans les guerres idéologiques, c'est aujourd'hui évidemment le problème de l'islam politique, enfin surtout du salafisme, hein, dont la naissance se fait en Arabie Saoudite. Ce qui est très amusant, si vous voulez, c'est que quand j'ai écrit mon bouquin sur le Dr Saoud et Mr Djihad, c'est-à-dire sur la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, donc j'expliquais que le wahhabisme et le salafisme, c'était exactement pareil. Même les Saoudiens eux-mêmes se qualifient de salafistes, d'ailleurs, non. Mais j'ai eu une note incendiaire du Quai d'Orsay pour expliquer que j'étais saoudophobe. Moi, j'ai expliqué que je pensais que c'était d'être saoudophile qui était un problème, mais il paraît que d'être saoudophobe, c'est pas bien. Or, aujourd'hui, tout le monde parle de la responsabilité de l'Arabie Saoudite dans la diffusion du salafisme. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, si vous voulez, le salafisme est une conception dans laquelle, de la religion musulmane, dans laquelle la démonologie n'est pas celle qu'on s'attend. L'ennemi principal, c'est d'abord les chiites. Et on voit d'ailleurs que la guerre aujourd'hui, à l'intérieur de la Oumma, dont il nous s'explique toujours que c'est la grande communauté fraternelle et amicale des musulmans, est une zone déchirée par les guerres civiles. Au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, à Bahreïn, au Yémen, évidemment en Arabie Saoudite, mais aussi au Nigeria, vous avez une guerre sunnite chiite. Ça n'empêche que mythologiquement, la Oumma est censée être la communauté des musulmans. Donc c'est un espace de guerre religieuse qui est évidemment à quelques extravagants. Il y a même eu un attentat, je crois à Pantin, où un sunnite a voulu faire sauter une librairie plutôt chiite parce qu'il voulait venger ses frères de Syrie. Bon, vous voyez, donc c'est pour vous dire que l'exportation est effectivement un produit important des guerres religieuses à cause du phénomène des diasporas. Alors là, autre catégorie évidemment qu'on a bien connue aussi, c'est l'ennemi caché, c'est celle qui base la théorie du complot. C'est-à-dire l'idée que l'ennemi est là et que finalement c'est lui qui secrètement crée la condition de la guerre. Donc on a connu la phase de l'antisémitisme. Et on a aujourd'hui, par exemple, vous avez une image de l'après-guerre qui est extrêmement intéressante, c'est le complot juif, c'est-à-dire que vous remarquerez que le complot juif unit à la fois les États-Unis et la Russie, c'est-à-dire et la Russie de Staline, hein, quand même, c'est pas. C'est-à-dire que le complot juif arrivera à maîtriser les deux bouts de la chaîne de la guerre froide. Plus antisémite que ça, tu meurs. Puis évidemment, aujourd'hui, dans la théorie du complot, vous avez plein de théories qui fleurissent. La plus fréquente étant que c'est les Américains qui maîtrisent la planète, qu'en fait ils ont des actions partout et qui savent tout faire. Bon. Ayant fonctionné un peu avec les systèmes décisionnels, j'ai toujours quelques doutes à croire à la théorie du complot secret qui reste très secret et qui est surtout très efficace. Mais enfin, c'est pas grave, ça mobilise pas mal. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, tout le monde en a entendu parler. Alors il y a aussi quelque chose qui est très caractéristique, c'est le rapport à l'occupé. C'est-à-dire une fois que la terre est conquise, si vous voulez, il faut présenter l'occupé comme un sauvage. Et ce sauvage, il ne comprend que la force. Bon. Alors j'ai mis là un certain nombre d'exemples. Bon, là-bas, en haut à gauche, c'est évidemment la guerre d'Algérie, dans laquelle effectivement il y a eu quelques corvées de bois et autres exécutions qui n'étaient pas très dignes, mais avec l'idée que de toute façon, les Arabes ne comprenaient que la force. À droite, je vous ai mis deux t-shirts qui sont des t-shirts vendus en Israël, pour expliquer que celui qui tue une femme palestinienne tue deux personnes à la fois, donc c'est une cible préférable. En bas à gauche, vous avez les Irlandais catholiques, quand il y a eu la répression par les Britanniques, et au milieu, une carte faite par le monde diplomatique, dans laquelle ils ont agrandi les routes réservées aux Israéliens dans les territoires occupés. Ceci pour montrer qu'il est aujourd'hui impossible d'avoir une Cisjordanie indépendante parce que même le gouvernement de Ramallah ne pourrait pas de toute façon exercer ses fonctions parce qu'ils ne peuvent pas traverser les routes réservées pour les Israéliens. Donc il y a une entreprise de conquête, si vous voulez, qui s'impose par la force, qui chaque jour apporte son complément et qui fait que les Palestiniens sont aujourd'hui, disons, dans la situation d'enterrement de première classe. Slide suivante, surtout avec le rapprochement évidemment avec l'Arabie Saoudite et avec les Émirats Arabes Unis. Alors, dernière version, c'est celle qu'on a vécue après 91, c'est-à-dire l'unilatéralisme. C'est-à-dire il y a une puissance chargée de désigner qui sont les ennemis. Bon, c'est évidemment l'ère qu'on a connue après 91 à travers les États-Unis. Donc, vous avez ici, par exemple, sur l'Iran, puissance menaçante s'il en est, et vous remarquerez l'implantation des bases américaines autour de l'Iran. Donc, on peut se demander lequel des deux se considère comme le plus menacé, si ce sont les Américains ou si ce sont les Iraniens.
À gauche, vous avez quelque chose d'extraordinaire qui est une espèce de cartographie d'icônes des ennemis de l'Amérique. Mais le problème, c'est qu'il y a eu c'est le jeu des 7 erreurs. Il y en a un qui s'est glissé, qui n'aurait pas dû être là. Vous voyez qu'il y a le Dalai Lama en plein milieu. Donc le type qui a fait l'affiche, visiblement, n'était pas très au courant de tous les ennemis des États-Unis. Et il s'est dit, celui-là, il a une tête d'asiatique, c'est peut-être le nord-coréen, j'en sais rien, ou c'est peut-être le chinois, et donc il l'a mis là-dedans. Donc vous voyez que la guerre contre des concepts, pourquoi? Parce que si vous voulez, quand, après le 11 septembre, les Américains décident de faire la guerre au terrorisme et à la prolifération, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on ne fait pas la guerre à un ennemi, on fait la guerre à un concept. Et le concept du terrorisme, évidemment, ça veut dire que c'est celui qui labellise terroriste, qui dit, vous n'êtes pas gentil, vous êtes dans les méchants. Et puis la prolifération, encore une fois, vous avez les bons proliférants et les mauvais proliférants. Donc c'est quand même un concept stratégique avec lequel on a eu beaucoup de mal, effectivement, puisque vous avez remarqué que l'invasion de l'Irak était effectivement la décision prise sans aucune raison et sur une base illégale et mensongère. Donc là aussi, on a eu quelques excès. Voilà par exemple une carte que j'ai trouvée sur un site néoconservateur américain où voilà comment on aurait redessiné le Moyen-Orient si la guerre d'Irak avait marché. Donc vous voyez, on aurait fait un Free Baloutchistan, on aurait fait un Arab Shia State, on aurait fait un Sunni Irak, etc., etc. On aurait fait un Kurdistan. Donc vous voyez cette image qu'on a héritée de l'époque des grands impérialismes où après les traités de Versailles, après les accords de l'après-guerre, on redessinait la carte du monde, continue à fonctionner dans un certain nombre de ce monde, comment dire, militaro-intellectuel dont je vous parlais, puisque les néoconservateurs et les néo-évangéliques d'ailleurs sont deux puissances qui ont largement influencé Trump dans ses décisions. Alors, la dernière catégorie aussi, et c'est pour ça que j'insiste sur le concept de complexe militaro-intellectuel, c'est l'ennemi médiatique. Bon, comme je vous le disais, il y a 400 crises à peu près à la surface de la planète, il faut en choisir quelques-uns, et le meilleur moyen, c'est de médiatiser une crise. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour médiatiser une crise? D'abord, il faut des images. Une guerre sans images, c'est pas la peine, ça marche pas, vous accéderez jamais au plateau de télévision. Le conflit en Érythrée, personne n'entend parler, le Tigré, on s'en fiche, etc. Bon. Donc il faut des images. Et ici, vous avez effectivement, par exemple, des réfugiés tibétains. Il vous faut un chef charismatique. Il faut quelqu'un donc qui puisse être, comment dire, sur le plan iconographique, être représentatif et qui soit évidemment capable de débattre. Donc là-bas, vous avez le Dalai Lama, mais on avait, rappelez-vous aussi, avec Arafat et son kéfier, donc il faut un chef qui soit médiatique, charismatique et médiatique. Il faut évidemment un uniforme reconnaissable, donc effectivement, si vous reprenez le cas des Palestiniens, c'est le kéfier, mais on a donc des images qui correspondent aux critères médiatiques. Les bons et les méchants, donc ça il suffit de le reconstruire, c'est pas un problème, il faut que ce soit clairement identifiable. Et puis il faut des relais d'opinion, et c'est là que, si vous voulez, les journalistes et les intellectuels vont effectivement contribuer à faire connaître une crise, et évidemment avec une reconstruction. Alors le cas le plus caractéristique, c'était évidemment le cas de l'Afghanistan à l'époque de l'occupation soviétique, puisque on avait en fait l'un face à l'autre des communistes avec lesquels on avait un différend, comme vous le savez, et puis il y avait en face des moudjahidines qu'on a appelés les freedom fighters, les combattants de la liberté. Bon, quand on sait ce qu'ils ont fait après avoir pris le pouvoir après le départ des soviétiques, ils étaient tous sauf des combattants de la liberté, mais ça fait rien. Il fallait que ça rentre dans un critère médiatique, et donc ça a pas mal marché. On pourrait reprendre aussi le cas de la Libye, si vous voulez, avec BHL, puisque effectivement, il a inventé l'idée qu'il y avait un cortège de chars qui est en train de se diriger vers Benghazi pour aller massacrer les manifestants. Bon, donc vous savez que les forces aériennes françaises, qui n'étaient mandatées que pour interdire l'aviation libyenne de décoller, ont finalement décidé de passer à l'acte, et donc ils ont bombardé, et ça a été le renversement de Kadhafi. Donc si vous voulez, l'importance aujourd'hui dans des conflits où on ne comprend rien, ou en tout cas qui sont trop compliqués, ou en tout cas la tâche affective n'est pas évidente, c'est toute cette construction médiatique qui fait qu'on va se convaincre qu'un conflit est important ou pas. Je reviens à mon idée des 40 conflits sur les 400 identifiés à la surface de la planète. Là aussi, pareil, donc ce qu'il vous faut, c'est des intellectuels et des humanitaires. Pourquoi les deux sont importants? Parce que, bon, l'intellectuel, là, vous avez effectivement BHL avec cette photo truquée à Sarajevo, où on a l'impression qu'il est sous le tir d'un sniper, mais quand la photo est cadrée différemment, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont en train de passer derrière. Donc, il faut montrer qu'il a risqué sa peau, etc. Les humanitaires jouent un rôle différent. Les humanitaires disent « moi je connais les victimes, donc je vais vous désigner les bourreaux ». Mais le problème, c'est que c'était une cause tellement populaire qu'on n'a pas pu s'empêcher d'envoyer des militaires faire de l'humanitaire. Or, les humanitaires disent depuis toujours surtout ne pas militariser nos interventions. Parce que notre seule condition d'exercice,
c'est de pouvoir être considéré comme non belligérant. Et dès que vous avez un uniforme qui apparaît, automatiquement, vous êtes identifié soit à une cause, soit à l'autre. Et ça, le politique a voulu absolument récupérer, si vous voulez, ce capital de sympathie qu'avaient les ONG humanitaires. Et donc, on a rapidement militarisé des interventions, comme par exemple la Somalie ou autre. Voilà. Bon, et les lobbies communautaristes, ça, je ne m'attarde pas, si vous voulez, mais c'est extrêmement important. Là, vous avez la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire comment on a fait accepter l'idée que la Cisjordanie est finalement mitée aujourd'hui par des routes interdites aux Palestiniens et que donc il n'y aura pas d'État palestinien. Là, je vous ai mis un cas plus intéressant qui est celui du dernier conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, parce que, comme vous le savez, ce conflit a repris récemment et pratiquement la presse française a considéré que l'Azerbaïdjan était le pays agresseur. C'était scandaleux. C'est vrai que l'Azerbaïdjan était agresseur, mais depuis 1991, l'Arménie avait conquis 13% du territoire azerbaïdjanais avec l'idée de faire une jonction territoriale entre le Haut-Karabakh, zone historique des Arméniens, et l'État arménien. Et donc, ils avaient gagné la guerre à l'époque, et ils avaient gagné la guerre avec l'aide de l'Iran. Alors, comme conflit chrétien contre les musulmans, si vous voulez, quand on a l'Iran de son côté, on n'a pas exactement ce qu'on appelle un conflit religieux. Et donc, les Azerbaïdjanais ont joué le match retour cette fois-ci, et ils ont effectivement repris cette partie du territoire qui leur avait été conquis. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que très vite, on a dit, oui, mais attention, les Arméniens, le génocide de 1915. Mais le 1915, l'Azerbaïdjan était sous l'autorité russe, c'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas participé au génocide, mais en plus ils ont accueilli des Arméniens qui quittaient l'Empire ottoman pour fuir le massacre. Donc si vous voulez utiliser un argumentaire de la victimisation, c'est un élément important de tous les communautarismes, on le voit par exemple à propos d'Israël, où à chaque fois qu'on critique Netanyahou, vous avez l'idée que, après tout, Israël, c'est la Shoah, c'est le juste retour des Juifs dans leur territoire, etc. Mais ce qui n'a rien à voir avec le problème des Palestiniens, des territoires occupés, et des choses comme ça. Donc, si vous voulez, les lobbies communautaristes ont la vocation à créer une espèce d'identité mythique qui va expliquer et peser dans le choix des choix diplomatiques du pays dans lequel ils sont installés. Par exemple, en Angleterre, vous avez un lobby indien qui défend toute la politique du BJP, expliquant que c'est normal de chasser les musulmans. Alors, dernière partie, si vous voulez, c'est l'acte important, si vous voulez, c'est est-ce qu'on peut vivre sans ennemis? C'était la question que je me suis posée à la fin, et ça, c'est un acte politique. Pourquoi? Parce que finalement, le véritable acte politique de la seconde moitié du XXe siècle, c'est la réconciliation franco-allemande. C'est-à-dire que c'est le traité de l'Élysée, dans lequel deux hommes d'État, qui sont De Gaulle et Adenauer, décident de cesser ce qui était considéré le résultat de quand même 3 guerres qu'on s'était faites. Et donc, ils ont décidé d'arrêter le match, et c'est parce que c'est fait le traité de l'Élysée que l'Europe a pu se construire. Et De Gaulle raconte dans ses mémoires que quand il a invité Adenauer, qu'il avait déjà l'idée du traité de l'Élysée, il a invité à colomber les deux églises parce qu'il avait peur que s'il l'invitait à Paris, il y ait des manifestations d'anciens combattants, de résistants, etc. De la même façon, je vous ai mis ici Willy Brandt sur l'emplacement du ghetto de Varsovie, où ont été massacrés les juifs polonais, et dans lequel il demande pardon. Et ce sont des gestes comme ça qui déconstruisent la relation d'hostilité. Et donc, la construction européenne ne s'appuie se faire qu'avec des abandons de souveraineté. Et évidemment, dernière strate, si vous voulez, de la déconstruction de l'ennemi aujourd'hui, c'est évidemment la justice internationale, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer que ce sont les anciens belligérants qui doivent régler leur match à chaque fois en jouant un match retour, c'est qu'il y a une justice internationale qui punisse les responsables politiques de la guerre ou des massacres. Quand évidemment ils n'appartiennent pas à un pays trop puissant, quand même, il ne faut quand même pas exagérer. Donc si vous voulez, je ne sais plus s'il y a quelque chose après ça, mais je crois qu'on a dû arriver au bout. Oui, c'est ça. Alors oui, il y a eu aussi une étape extrêmement importante, c'est comment dire, notamment pour les guerres civiles, ça a été la commission Vérité et Réconciliation dans le cas sud-africain. C'est parti d'un postulat qui était extrêmement intéressant de Mandela qui disait, comment dire, mon inhumanité est la même que la vôtre. C'est-à-dire nous avons nous aussi commis des erreurs, nous avons nous aussi commis des massacres, et donc il faut s'en parler. Et les commissions Vérité et Réconciliation fonctionnaient sur le principe de chacun devait venir raconter les horreurs qu'il avait fait, et c'était les conditions de l'amnistie. S'il refusait de venir expliquer pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait, que ce soit d'ailleurs des blancs ou des noirs, à ce moment-là, la justice pouvait s'en saisir. Et donc, ça a été une formidable opération de réconciliation, puisque finalement, vous avez vu que l'Afrique du Sud, en dépit de toutes ces difficultés, a quand même réussi à se sortir d'un certain nombre d'années d'apartheid, et avec des massacres limités au maximum. Il y a eu d'autres tentatives, mais évidemment, ce n'est pas facile, parce que
pour le cas du Rwanda, par exemple, comme les massacres étaient des massacres décentralisés, c'est-à-dire c'était des massacres qui se faisaient dans les villages. Donc, il n'était pas question de créer une commission à Genève qui allait juger les responsables. Il fallait que ça se fasse dans les villages. Et c'est ce qu'on a appelé les gachacha, c'est-à-dire des endroits dans lesquels les gens racontaient les massacres qu'ils avaient faits. En tout cas, c'est une tentative. Et puis évidemment, vous avez au cas des justices nationales, c'est-à-dire comment est-ce qu'on juge la période de la dictature, c'est ce qu'ils ont tenté au Chili et en Argentine. En général, pour pouvoir construire la démocratie, il a fallu une loi d'amnistie, ce qui évidemment a laissé les familles des victimes ou des disparus particulièrement amères. Mais les juges sont quand même assez astucieux et par exemple, pour le cas chilien, les juges chiliens ont réussi à prouver que Pinochet avait pris l'argent et les biens de gens qui avaient disparu et qui les avaient placés en Suisse. Donc il a pu être poursuivi, non pas pour les horreurs qu'il a commis, mais pour fraude fiscale. Et donc il a été emprisonné grâce à ça. Vous voyez, donc il y a toujours cette idée que la réconciliation n'est jamais tout complète, mais qu'on a très peu de... Il y a toujours des tentatives de déconstruire l'ennemi. Voilà les grands éléments de ce que je voulais vous dire. Très bien. Merci beaucoup, Pierre, de cette présentation parlant de choses extrêmement graves avec de l'esprit, une forme de capacité à mêler ironie, dérision et extraordinaire sens en même temps du tragique des choses. Je pense qu'on peut ouvrir le débat à toutes les personnes qui se sont jointes à nous. Alors, Monsieur Despointes, attendez, on ne vous entend pas bien, attendez. Vous dites qu'il faut se construire un ennemi. Dans certains cas, l'ennemi se construit tout seul. Je pense des personnes comme Hitler, comme Staline, voilà, comme Khomeini, on n'a pas besoin de les construire. Ils vont déclarer la guerre à l'Occident dans les faits. Je vais essayer de vous reprendre les trois exemples. Le plus simple, c'est Khomeini. Il faut connaître l'histoire de l'Iran depuis 1953. Depuis 1953, coup d'État contre Mossadegh, qui avait nationalisé le pétrole. Les Américains font un coup d'État, ils répartissent le pétrole ou à leur bénéfice en dépossédant en partie les Britanniques, qui étaient les gros acteurs du pétrole iranien, et ils installent au pouvoir un type, le Shah d'Iran, qui ne parlait pas le persan. Il avait fait des études en France et en Suisse. Donc un chef d'État qui engueulait ses ministres en français, qui installe une police qui s'appelait la SAVAK, qui va aller assassiner des opposants à l'étranger, et qui va nous jouer le coup du dictateur moderniste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la révolution iranienne a été une révolution démocratique. Quand Khomeini rentre en Iran, il y a 1 million de personnes qui l'attendent à l'aéroport. Qu'on n'ait pas compris que le méchant, c'était le Shah d'Iran et c'était pas Khomeini, nous a amené à supporter un type qu'on considérait par contre comme le moderniste qui était Saddam Hussein, c'est-à-dire à soutenir le type qui est venu nous expliquer à Paris, il est venu, il a fait le tour des capitales pour dire je vais faire la guerre à l'Iran, et on l'a soutenu. C'est-à-dire qu'on a soutenu un dictateur contre une révolution populaire. Donc laissons de côté la dimension personnelle de Khomeini, mais en matière de construction de l'ennemi, on en avait fait pas mal. Pour le cas de Hitler, vous savez très bien comment Hitler arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir parce que le traité de Versailles était destiné à faire payer les Allemands, puisqu'évidemment le conflit s'était passé sur notre territoire. Et donc on avait l'intention de faire payer les réparations aux Allemands. On a ruiné l'Allemagne, qui a eu une inflation que vous connaissez dans les années 20, qui a monté jusqu'à 2000 ou 3000%. Et donc les Allemands ruinés, quand ils ont entendu un type qui leur expliquait qu'il allait rétablir la dignité de l'Allemagne, au lieu de l'entendre et de dire non, il faut arrêter les réparations, il faut, etc., on a joué la politique du pire. Donc cette politique du pire, parce qu'on était, encore une fois, considéré qu'on avait gagné la guerre, donc on avait tous les droits. Bon, pour le cas de Staline, si vous voulez, lui, il est resté au pouvoir suffisamment longtemps. Mais prenez le cas, par exemple, de la Chine. Je vais prendre celui-là qui est plus intéressant. La construction de l'ennemi chinois. La Chine n'a pas fait de conflit extérieur depuis 1949. Aucun. Or, les Américains en ont fait combien des conflits extérieurs? Donc, lequel est le perturbateur international? On a beau accuser les Chinois d'être des méchants, des pas gentils, tout ce que tu veux, mais ils n'ont pas fait de conflit extérieur. Ils ne sont pas intervenus au Vietnam. Ils n'ont pas fait l'attaque de Taïwan. Ils n'ont pas... etc., etc. Donc, on est dans la construction totalement mythologique.
Donc je prétends, je continue à dire que nous avons un système de réflexion stratégique et un système de réflexion, encore une fois, militaro-intellectuel qui fonctionne avec la conviction que nous sommes le bien. Bon, je vous prends un dernier exemple quand même. Quand en 1948 on signe la Charte internationale des droits de l'homme à l'ONU, les 5 membres permanents sont la France et la Grande-Bretagne, qui sont les 2 grandes puissances coloniales de la planète, c'est les États-Unis qui sont racistes et ségrégationnistes, c'est l'URSS de Staline et c'est la Chine de Chiang Kai-shek. Alors en matière de droit international, si vous voulez, quand on dit nous sommes le camp du bien et de la justice, j'ai toujours quelques doutes critiques. Bon. Alors, nous avons Vladimir Tchernin. Vladimir? Oui, je suis présent, on m'entend? Oui, Oui, on vous entend. Oui, d'abord je voulais dire que c'était brillant. Pas seulement brillant, c'est pas la première fois que je coûte Pierre. C'était drôle. Drôle, je me suis marré, très très vite exposé. Et là, c'est à propos de la dernière remarque sur Staline, etc., dont je ne suis pas du tout admirateur. Et je peux dire que c'était une pire des choses qui est arrivée à la Russie. Mais c'est un prétexte. Vous ne voulez pas me faire croire que l'Occident, le camp du bien, épicier de pauvres Ruskov qui sont allés à Goulag. Je ne croirais pas, jamais. Donc, on se fait la tête de Staline et de Goulag tous les temps. Je peux vous dire une chose. En Russie, dès ma première vie antérieure, où je suis une Sovok. Sovok, ça veut dire soviétique. On a parlé de la France toujours en termes élogieux, toujours, tous les temps. Il y avait 180 écoles qui portaient le nom de Normandie-Yémen. C'était ça la France pour les Russes. Dès que ma vie elle est partagée en deux, donc la deuxième partie, 36 ans que je vis en France, surtout les derniers temps, les 10-20 dernières années, on remet tout sur le dos de Goulag, de Staline, ce qui est absolument vrai, c'était horrible. Mais on ne parle jamais de Normandie-Yémen, de génie de général de Gaulle, grâce à qui il est dans le camp des vainqueurs de la guerre. Ça, mais vraiment, il n'y a que Croix-Rise qui en parle de temps en temps. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. La conférence, elle était extrêmement sympathique et juste. Voilà, c'est tout. Merci Vladimir. Je dis juste un mot sur la Russie, parce que je crois que l'intervention de monsieur était extrêmement importante. Oui. Il faut se rendre compte de ce qu'a été le choc de la décomposition de l'URSS. C'est-à-dire qu'un pays qui voit tout à coup ses frontières reculer de 1500 km, qui voit pratiquement son territoire réduit du tiers, encore une fois sans conflit, puisque c'est tous les États d'Asie centrale, c'est qui perd son zone d'influence, etc. C'est un pays qui finalement a essayé d'affronter ses problèmes tout seul. Ils n'ont pas fait comme les Allemands d'après-guerre, ils n'ont pas voulu faire la guerre pour se venger, etc. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que vouloir traiter Poutine comme parce que, regardez, c'est un mec, il est comme ça, il n'est pas comme ci, il est comme, etc. Un ancien du KGB, etc. Enfin, le père Bush, il était patron de la CIA, donc je veux dire, arrêtons de faire des comparaisons bancales tout le temps. Non, les Russes ont droit au profil de leur propre histoire et à définir les choses comme ils l'entendent. Si on avait le même jugement, si vous voulez, pour juger de toutes les dictatures ou de tous les régimes autoritaires à la surface de la planète, si vous voulez, nos médias seraient saturés de remarques de bon sens. Mais simplement, la construction de l'ennemi russe, si vous voulez, c'est une espèce de persistance rétinienne, c'est-à-dire on s'est fâché avec ces gens-là pendant 50 ans, donc il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'on se réconcilie simplement. Voilà. Donc moi je suis assez d'accord avec vous, la période du Goulag a été une des périodes les plus effroyables de l'histoire russe.
Et la situation aujourd'hui, en dépit de toutes les difficultés, est quand même une situation qui s'est considérablement normalisée. Donc on peut faire comme le verre plein ou le verre vide, si vous voulez. Mais on a plutôt tendance à voir à propos de Poutine et de la Russie le verre vide, en disant regardez ce qui se passe. C'est pas le seul pays de la planète, encore une fois, et c'est quand même un grand partenaire. C'est un grand partenaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire l'Europe sans tenir compte du fait que la Russie, ça existe, et qu'il faut avoir de bonnes relations. C'est ce qu'a d'ailleurs tenté de faire Macron. Voilà. Donc je suis désolé, je n'ai pas le temps de développer plus, mais je suis content que vous ayez posé la question sur la Russie. Tout à fait. Là, je donne la parole à Madame Morgane Fermalka. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. C'est pour continuer sur la ligne de la Russie. Alors moi, je me spécialise sur la Russie. J'ai passé plusieurs années là-bas. Et ce qui m'intéresserait d'entendre approfondi, c'est donc cette construction de l'ennemi russe. Quelles sont les implications en termes d'intérêt national pour la France et d'intérêt européen, comme vous voulez, parce qu'à un moment donné, c'est intéressant de déconstruire le processus de construction de l'ennemi russe, mais quelles sont les implications concrètes en termes de à côté de quoi on passe, les écueils, les dangers auxquels on s'expose nous-mêmes en construisant cet ennemi russe. Voilà, si vous avez des idées, et éventuellement Caroline Galacteros aussi, si vous voulez intervenir sur cette question. Très bien. Voilà. Je vais laisser Pierre. Oui. Le cas de la politique européenne à l'égard de la Russie est extrêmement intéressant parce que on est dans l'ombre portée des États-Unis. C'est-à-dire que le jour où les Américains décident de l'embargo à l'égard des Russes, vous savez que le pouvoir extraterritorial de la justice américaine aujourd'hui fait que si une entreprise européenne viole un embargo, même s'il est un embargo uniquement américain, la justice américaine se reconnaît le droit d'appliquer le droit américain à cette entreprise, surtout si elle a des intérêts évidemment aux États-Unis. Donc tout le monde serre les fesses à cause de ce pouvoir extraterritorial de la justice américaine. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont racheté une partie d'Alstom. Et donc aujourd'hui, tout le monde essaye d'avoir avec la Russie, surtout en tant qu'Européens, des relations beaucoup plus normales que celles qu'ont voulu imposer les Américains. Mais on a évidemment une dépendance extrêmement importante, par exemple, à l'égard du pétrole russe. Donc on peut estimer qu'on doit avoir avec la Russie des rapports à peu près normaux. Mais on est dans une situation où, effectivement, la menace de sanctions, surtout sur les entreprises, est telle que, pratiquement, on fait comme si on voulait coopérer, sauf qu'aucune des entreprises n'a la pointure ni les moyens de passer outre, si vous voulez, ces dictats américains. Donc, effectivement, on est en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'on est toujours en train d'arbitrer entre la relation transatlantique et la politique gaullienne. Alors, je vais peut-être compléter ce que vient de dire Pierre, qui est extrêmement juste. Effectivement, on a une fragilité économique considérant notre lien important avec les États-Unis, et ça ne fait que faire empirer notre soumission. Ceci dit, je pense que c'est quand même aussi... Est-ce que vous m'entendez ? Oui. C'est tout de même aussi une question d'état d'esprit, c'est-à-dire que au plan géopolitique, il est... Non, mais il faut que Pinatel... Voilà, il y a quelqu'un qui écoute. Voilà. Au plan géopolitique, il est évident qu'en continuant à ne pas oser, en dépit de quelques gestes ou de quelques initiatives, mais qui ne sont pas suivies bien longtemps, en continuant à se couper finalement de la Russie et à ne pas comprendre d'ailleurs qu'à l'échelle de l'Eurasie, tout l'intérêt de l'Europe serait au contraire de chercher un partenariat sur un certain nombre de sujets avec la Russie, ne serait-ce que vis-à-vis de la Chine. Ça, c'est de la géopolitique globale sur une carte, c'est-à-dire que c'était un bouclier naturel pour l'Europe face à l'Asie. Et ça aurait un nombre d'avantages considérables en matière de coopération sécuritaire, de coopération économique évidemment, et de coopération, je ne parle même pas des cultures et aussi d'aspects plus strictement économiques ou technologiques. Mais on ne peut pas, on est empêché d'abord par le fait que l'élargissement a fait entrer à l'intérieur du cercle de l'Union européenne
tout un tas d'États qui, en fait, ne voulaient plus, à juste titre, sans doute, de la Russie à l'époque, mais on est resté un peu, comme dit Pierre, c'est une persistance rétinienne, on est resté bloqué sur cette vision, et notre vassalité mentale atlantique, qui était peut-être valable ou compréhensible à l'époque de la guerre froide, mais qui a complètement changé depuis que la Chine a émergé, cette vassalité mentale nous empêche en fait de nous concevoir comme un acteur européen, mais ça pourrait être le cas simplement de la France, autonome et capable aussi de prendre un certain nombre de décisions courageuses, difficiles, impopulaires, compliquées, qui résulteront en des pressions évidemment gigantesques de la part des États-Unis, mais qui nous permettraient de nous concevoir d'une manière un peu plus libre et du coup féconde. Parce que le résultat de tout ça, c'est l'étiolement européen et c'est l'étiolement évidemment stratégique aussi français, hein, pas seulement européen. Donc on ne voit pas très bien ce que cela finalement produit, cette servitude consentie. Enfin, moi j'appelle ça le syndrome de Stockholm aggravé, mais on est des otages consentants et on n'ose pas sortir de cela, parce qu'effectivement il faudrait oser initier un autre mouvement. On le voit bien sur la question des sanctions. Aucun État, alors qu'il y en a un certain nombre parmi les 27 européens qui veulent la levée de ces sanctions, aucun n'est capable de dire simplement eh bien moi je ne les reconduis pas pour 6 mois, parce qu'effectivement il y a cette menace extraterritoriale américaine, il y a cette menace du marché américain qui se fermerait, mais à la fin, que veut-on? Est-ce qu'on veut ad vitam aeternam être des animalcules stratégiques, quoi, si vous voulez? Il y a un moment où il faut quand même se concevoir autrement que comme une excroissance atlantique, parce que nos intérêts sont découplés clairement, à mon avis, de ceux des États-Unis sur un certain nombre de sujets. C'est pas pour rien, c'est une vieille vision géopolitique américaine qui a la vie dure, qui est celle de Mackinder, qui est celle de Spikeman, qui est de dire que l'Eurasie ne doit surtout pas s'unir, qu'il ne doit pas y avoir sur ce continent européen au sens le plus large, jusqu'à la Chine, jusqu'au bout de l'Eurasie, de puissance continentale dominante. Et donc, eh bien, ça résulte en la fragmentation, comme un peu ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais c'est cela. Et surtout leur obsession, c'est qu'il y ait un rapprochement entre la Russie et l'Europe. Donc tout est fait pour l'empêcher. Voilà. Alors oui. Une petite question follow-up pour parler anglais. Justement, quelle perspective, quel espoir vous voyez pour un développement plus positif de cette politique française et européenne, dans la mesure où, même si on sait qu'il y a des segments du spectre politique, par exemple en France, qui sont plus réalistes, plus pragmatiques en ce qui concerne la Russie, mais que ce sont finalement des facteurs structurels, qui est un peu la dépendance structurelle de l'Europe de la France à l'axe transatlantique, qui détermine l'état des choses. Est-ce que vous voyez une sortie, ou est-ce qu'on est... Mais je pense... Alors, je laisse parler Pierre, oui. Il faut quand même voir aussi ce qui s'est passé depuis 91, quand même. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on a effectivement la disparition d'un bloc qui était quand même celui qui structurait tout le paysage stratégique. On a effectivement un certain nombre de pays satellites qui ont rallié l'Europe. La Russie ne s'y est pas opposée. C'est les Américains qui voulaient qu'on intègre l'Ukraine dans l'Europe. Heureusement, on a eu l'intelligence de le refuser, parce que ça aurait été considéré là aussi comme une espèce d'intrusion quasi belliciste. Bon. Donc que l'Europe ait une pensée stratégique qui peut certainement permettre de dire non, c'est une chose. Là où on est piégé, c'est que l'embargo économique est un embargo qui effectivement, d'abord, n'a jamais renversé un régime. Un embargo n'a jamais renversé un régime. Rappelez-vous que l'embargo sur l'Irak, qui a été un des plus effroyables qu'on ait inventé, puisqu'il y avait des enfants qui mouraient de la rougeole en Irak à l'époque de l'embargo, n'a pas renversé le régime de Saddam Hussein. Pour une raison assez simple, c'est qu'un embargo, c'est l'État qui contrôle les flux. Ça veut dire que les mecs du régime, ils ont ce qu'ils veulent, et c'est la population qui souffre. Donc l'embargo comme arme économique ou comme arme politique est une arme inutile. En tout cas, elle est stupide et inhumaine.
C'est pas pour ça Oui. qu'on va convaincre Trump. Je veux dire, celui qui a convaincu Trump la dernière fois, il a dû mourir en 1951. Donc on est dans un système, si vous voulez, où cette absence de volonté politique européenne tient aussi à ce que disait Caroline, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'Europe est un ensemble stratégiquement composite, avec un certain nombre de pays qui ne veulent pas d'une réconciliation trop évidente avec la Russie, et que ça veut dire que c'est un consensus qu'il faut faire à beaucoup d'États, et qu'on n'en est pas encore sur ce point. Mais au contraire, pensez quand même qu'on n'est plus dans une situation de guerre avec des troupes, si vous voulez, d'un côté et l'autre du mur quand même. Hein. Donc le monde a quand même bien évolué. Alors tout à fait. Je dis encore, je complète par 2 points. Moi, j'irais plus loin. Je dirais que tout ce qui est de l'ordre des sanctions, de l'extraterritorialité et des embargos vise au contraire à fossiliser, à consolider des oppositions et des hostilités. Et donc, en l'espèce, les sanctions contre la Russie ou contre l'Iran d'ailleurs, ça vise à conforter les plus durs. Ça vise à précisément à construire cet ennemi et à continuer à pouvoir le considérer comme quelque chose de solide, de dangereux, et donc à expliquer aux Européens, mais enfin, il est impossible d'aller vers des gens pareils. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, quant à l'avenir, je pense que si l'Europe et la France, d'ailleurs certains le font en Europe, les Italiens, les Allemands sont assez actifs en la matière, mais je pense que notre horizon, il est eurasiatique. C'est-à-dire il faut que l'Europe, elle aussi, à laquelle on interdit de pivoter vers l'Est, d'une certaine manière, alors que la Russie l'a fait, contrainte et forcée, par dépit et par nécessité, et que les États-Unis l'ont fait depuis déjà longtemps, nous aussi, il faut qu'on pivote d'une certaine manière vers l'Est. Ça ne veut pas dire naturellement changer d'alliance ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il faut que l'Union européenne se rapproche des institutions eurasiatiques qui, elles, sont en train de parfaire, enfin de consolider leur intégration. Alors, la Russie est évidemment un point cardinal dans tout ce processus, et elle le fait aussi, là encore, contrainte et forcée avec la Chine, qui elle a son projet des routes de la soie. Mais pour l'Europe, c'est d'une certaine manière ce balancement, un équilibre en tout cas, entre l'Ouest et cette partie de l'Eurasie qu'elle doit commencer à concevoir. Et effectivement, tout ce qui est de l'ordre de l'extraterritorialité, de ce qu'on appelle la guerre des normes, des droits, et cette manière surtout de chercher à renforcer les courants les plus conservateurs, les plus durs, dans un certain nombre d'États qu'on désigne comme ennemis, soit pour favoriser, en espérant peut-être la déstabilisation populaire à un moment donné, soit en tout cas pour consolider leur image négative, diaboliser et donc en faire de mauvais interlocuteurs. Tout cela va contre nos intérêts nationaux et même européens en tant qu'ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Voilà ce que j'aurais à dire. Bon, voilà. Je vais donner la parole à Emmanuel Gou. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir de Moscou. Okay, là, moi, j'ai une question de fond et une question de forme. D'abord, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Vous êtes déjà beaucoup complimenté. Je me joins à ces enthousiasmes. Donc, ma question de fond est la suivante. Est-ce que pour construire une union, on n'a pas besoin d'un ennemi? Est-ce que la faiblesse de l'Europe d'aujourd'hui, c'est justement de ne pas avoir choisi un ennemi? En fait, l'ennemi qu'on voit, on vient de le rappeler il y a quelques instants, l'Europe est souvent unie contre la Russie, mais ce n'est pas le véritable ennemi à la fin. Et dans l'histoire, on a vu que les principales unions, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, se sont en général faites contre une idéologie, contre des religions, contre des peuples, par le biais de guerres, etc. Donc est-ce qu'il ne manque pas pour faire l'Europe plus forte la définition à l'échelon européen de ce que pourrait être un ennemi? Ça, c'est une question de fond que je voudrais poser. La deuxième question est une question de forme. Vous avez fait dans votre présentation allusion à la Cour internationale de justice. Est-ce que, ça c'est un doute, je ne sais pas, est-ce que les États-Unis et Israël font partie de la Cour internationale de justice? Est-ce qu'ils la reconnaissent? Et s'ils ne la reconnaissent pas, quelle est l'utilité de cette Cour? Merci Emmanuel. Sur la première question, c'était sur le... C'est l'idée de fond.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a compté tant de Attends, besoin d'un ennemi, ouais. Et on a compté 800 ennemis, en fait. Elle est née Non, encore plus après la chute du mur, sans guerre froide, sans plus d'éléments de cohésion. Est-ce que l'ennemi n'est pas un élément de cohésion? Écoutez, bon, le cas de l'Europe est assez particulier parce que l'Europe, c'est d'abord un marché commun. C'est-à-dire c'est un regroupement économique à vocation économique sans ambition politique. Et vous savez que la position de De Gaulle pendant longtemps, ça a été d'empêcher justement qu'il y ait une forme d'expression politique de l'Europe. Donc ça s'est fait progressivement. Et effectivement, l'Europe est aujourd'hui une espèce d'être international hybride qui est effectivement une puissance économique mais pas une puissance politique. Et donc, avoir besoin d'un ennemi, non. Moi, je pense que non. Il y a un certain nombre de pays qui sont soit neutres, décident de ne pas avoir d'ennemis, qui vivent très très bien et qui s'en sortent même parfois mieux que des pays qui veulent absolument considérer qu'ils doivent faire la police de la planète. Donc, je pense que l'Europe, c'est une de ses caractéristiques, c'est un espace de paix. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on construit une union sur la base d'une hypothèse de paix et de renoncement à la guerre comme moyen de règlement des conflits. C'est une nouveauté extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Bon. Donc, je pense que l'Europe a réussi ce pari. Alors après qu'il y ait des bisbilles, qu'on se dispute, etc., l'Europe est un moteur explosion. C'est-à-dire que l'Europe n'avance que quand il y a des crises. Donc, je suis plutôt rassuré sur le fait que comme on est en crise, je pense qu'on va en sortir par le haut. La deuxième question, c'était sur le... Quelle était votre deuxième question? La CIG ou la Cour pénale internationale, oui, peut-être. La Cour internationale de justice. Oui, vous avez raison. Ni les États-Unis ni Israël sont membres de la Cour internationale de justice. Et alors le cas américain est d'autant plus intéressant. C'était Clinton qui avait proposé l'idée d'une Cour internationale de justice pour régler la question yougoslave. Et en fait, il a signé l'accord, mais l'accord n'a jamais été ratifié par le Congrès. C'est-à-dire qu'on est là dans une espèce de spécificité américaine qui considère qu'aucun soldat américain ne doit être jugé hors des États-Unis. Donc ils ont renoncé à participer à la Cour internationale de justice, et Israël aussi, considérant probablement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait un consensus des États arabes pour se dire c'est l'occasion ou jamais d'amener Israël devant la Cour internationale de justice. Cela dit, la Cour internationale de justice a réglé un certain nombre de conflits qu'on peut considérer comme secondaires, mais qui sont quand même pas mal, puisqu'on a jugé un certain nombre de responsables de la guerre en Yougoslavie, ce qui est quand même une performance. Ils ont jugé un certain nombre de responsables du génocide du Rwanda, etc. Donc on ne peut pas considérer que c'est un raté, que c'est une insuffisance. C'est effectivement assez partiel, c'est pas ce qu'on aurait voulu que ce soit. Et le monde international n'est pas un monde de la justice et des bisounours, c'est un monde de rapport de force. Les Américains nous le rappellent d'ailleurs très régulièrement. Donc, voilà, malheureusement, moi je crois que c'est une très belle invention, c'est quelque chose qui aurait pu effectivement faire mieux, mais enfin, on avancera progressivement. Monsieur Ferrand? Oui, mais vous n'avez pas l'image parce que ça ne marche pas trop. Mais j'ai une question, donc, si vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, absolument. On vous entend. Ça tourne toujours autour des thèmes qui viennent d'être abordés. Moi, j'essaie de suivre un peu ce qui se passe. Je suis étonné et un peu effaré de l'hystérie anti-russe dans une grande partie de la population américaine. C'est toujours l'homme au couteau entre les dents qui continue à les empêcher de tenter de voir clair. Et je pense qu'il faut retourner un petit peu voir les théories de Brzezinski qui ont été exposées dans son livre, par exemple, Le Grand Échiquier, et qui traitent exactement de l'Ukraine. Et l'Ukraine, c'est pas pour prendre l'Ukraine, c'est pas pour faire de l'Ukraine une démocratie, c'est simplement une aiguille qui permettra de piétiner la Russie, de maintenir un état de belligérance que l'Europe prendra au sérieux en disant attention, la Russie a attaqué, va envahir l'Ukraine, il faut voir toutes les conneries qu'on a entendues. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie qui est déjà vieille, mais quand on voit que Madame Nuland a porté les croissants aux gens de Maïdan et peut-être aux tireurs qui ont tiré des deux côtés parce qu'à un moment dans une révolution comme ça il faut un peu de sang. Donc qu'est-ce que vous pensez
pensez de ça? Est-ce que c'est du rêve? Est-ce que c'est du baratin? Est-ce que ça a une quelconque réalité? Pierre? Voilà ma question. Je connaissais pas l'épisode des croissants. Qui est-ce qui a amené des croissants? Meland. Nuland. Madame Nuland, qui était la Ah oui. responsable de la politique européenne. Ouais. Et même dans la conversation au téléphone avec l'ambassadeur, quand elle repartait à la réunion, D'accord. c'était interprété. Bon, je ferme. Écoutez, bon, sur le cas de l'Ukraine, l'Ukraine est un pays qui est assez composite, assez difficile à analyser parce que dans l'histoire, la carte de l'Ukraine n'a cessé d'avoir une transnation, vous savez, puisque selon les moments, après 1945, l'Ukraine s'est étendue vers l'est puisque la Russie s'était vers l'ouest puisque la Russie s'est étendue vers l'ouest, et puis à d'autres moments, l'Ukraine s'est déplacée. Et si on regarde la carte de l'Ukraine, il y a 4 ou 5 siècles de différence, on a l'impression que c'est pas le même pays. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, évidemment, à chaque fois qu'on raisonne sur l'Ukraine, on se dit comme si on raisonnait sur la France, en se disant, mais oui, mais ça c'est un pays ancien, avec une identité forte, etc. Vous savez très bien que la naissance de la Russie naît à Kiev. C'est-à-dire, c'est à Kiev que commence l'identité russe, qui ensuite va migrer vers Moscou, vers Saint-Pétersbourg, etc. Bref. Donc, pourquoi je reviens sur cette idée? Parce qu'encore une fois, quand on raisonne sur une entité internationale, par exemple l'Ukraine, on ne se demande pas quelle est cette entité. On cherche tout de suite à la caser dans la catégorie du bien ou du mal. Je vous prends l'exemple de l'Ukraine parce qu'une des premières décisions après le renversement du régime autoritaire, ça a été de considérer que l'ukrainien était la langue officielle et unique de l'Ukraine. Or, il y a 15% ou 10 à 15% de russophones en Ukraine. C'est passé la même chose. Comme déclaration de guerre, si vous voulez, c'était quand même particulièrement maladroit. Et au lieu que l'Europe joue le rôle de modérateur en disant non, arrêtez, ne commencez pas comme ça, etc. Bref, on a commencé à regarder que les Russes allaient bouger. Donc, si les Russes allaient bouger, c'est qu'il fallait vite surtout défendre l'Ukraine. Le cas de la Crimée est extrêmement intéressant parce que qu'est-ce qu'a fait Poutine avec la Crimée? Il y a 90% de Russes en Crimée. Il a dit, je vais faire un référendum. Le référendum a donné le résultat attendu, c'est-à-dire le rattachement à la Russie. On a dit, c'est scandaleux, c'est inadmissible, c'est une atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est exactement ce qu'on a fait à Mayotte avec les Comores. Quand on a fait le référendum d'indépendance des Comores, le seul île qui a voté le rattachement à la France, c'est Mayotte. On a dit, si Mayotte veut rester français, Mayotte va rester français. Résultat de la chose, vous la connaissez, c'est que Mayotte, c'est la plus grande maternité française aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les Comoriennes viennent accoucher à Mayotte pour que leurs enfants soient de nationalité française. Donc, le thème, vous savez, du genre, oui, mais ça, c'est pas pareil, ils sont rattachés à la France, c'est pas comme la Crimée, qui est 90% de Russes, rattachés à la Russie. Mais pourquoi est-ce qu'on est toujours obligé de faire comme si, au lieu d'analyser le phénomène pour lui-même, si vous voulez, on l'analyse dans un contexte idéologique. Mais ça, c'est peut-être une perversion spécifiquement française. Parce qu'encore une fois, il faut dire les marqueurs. Attendez, moi, je vais vous dire le bien, je vais vous dire le mal. Donc, moi, je suis beaucoup plus modeste que ça. J'ai l'impression qu'il faut comprendre pourquoi un événement se passe et que la rationalité est souvent plus explicative que la démonologie. Tout à fait. Je n'ai Mais rien. est-ce que l'Ukraine n'est quand même pas utilisée Est-ce que l'Ukraine n'est pas utilisée pour maintenir la tension? Si. En partie, oui, bien sûr. Si. Il faut dire que c'est pas facile à vivre la situation de l'Ukrainien, puisque on n'a pas voulu intégrer dans l'OTAN, on l'a pas intégré dans l'Union européenne, et on peut pas dire qu'ils sont intégrés dans l'espace non plus russe. Donc c'est un pays qui a du mal à effectivement trouver son positionnement. Et comme on n'a pas envie de faire la guerre quand même pour défendre l'Ukraine non plus, il faut bien reconnaître ça, si vous voulez, c'est pas une situation qui est facile à vivre que d'être un dirigeant à Kiev. Donc il y a une partie de l'opinion qui instrumentalise la cause ukrainienne contre la Russie. Bon, prenez le cas de la sécession de la partie orientale de l'Ukraine, c'est-à-dire dans les parties où sont fixés l'essentiel des russophones. On est dans la situation qu'ont créé les dirigeants de la démocratie ukrainienne. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que ces gens-là ne pouvaient pas être considérés comme des Ukrainiens à part entière, puisqu'ils utilisaient le russe, ce qui n'était pas la langue officielle ukrainienne. C'est des bêtises comme ça où l'Europe pourrait avoir une fonction de modération, en disant arrêtez, ne créez pas les conditions d'un prochain conflit. Voilà. C'est exact. Vous savez, l'histoire de l'Ukraine est particulièrement compliquée parce que quand il y a eu l'Holodomor, vous savez, cette famine organisée par Staline qui a tué plusieurs millions d'Ukrainiens, quand les Allemands ont envahi l'URSS,
eh ben, les Ukrainiens sont ralliés aux Allemands, puisqu'effectivement, pour eux, l'ennemi de leur ennemi ne pouvait être que leur allié. Et puis après coup, ça leur a été reproché, parce que du coup, comme ils avaient fourni des bataillons d'Ukrainiens pour combattre les Soviétiques, eh ben, à ce moment-là, ils ont été considérés comme des traîtres, et donc il y a eu la répression à nouveau. Donc quand on est dans ces histoires, si vous voulez, où la répression crée une solidarité, même si elle est idéologiquement indéfendable, de toute façon, ça fait une répression qui crée du grief, qui crée de la cicatrice, qui crée de la vengeance. C'est pour ça qu'il y a toujours du boulot pour les spécialistes de la guerre. Absolument. Et ce qui s'est passé pour les Ukrainiens, c'est exactement ce qui s'est passé pour les Serbes en Croatie avec la fameuse constitution croate de décembre 1990, dans laquelle les minorités serbes étaient subitement ravalées au rang à peu près des tziganes. Donc il y a eu la même chose, il y a eu la même volonté de provocation et d'enclenchement finalement du processus guerrier. Donc c'est souvent comme ça. Effectivement, l'Europe n'a pas plus à cette époque que sur l'Ukraine aujourd'hui, n'a pas été capable d'avoir une vision à la fois lucide et apaisante. Et on a même été jusqu'à expliquer que finalement il n'y avait aucun problème. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous se souviennent de ce qui s'appelait la déclaration Badinter, qui quand même expliquait que dans l'espace yougoslave, il n'y avait pas de problème de minorité. Et que donc on pouvait y faire des scrutins, j'allais dire à la française, à la version majoritaire, sans comprendre que derrière il y avait des enjeux de domination communautaire et religieuse, d'ailleurs aussi, même si c'est très instrumentalisé, considérable, et que ça allait pousser à la guerre. Donc c'est un vieux process. C'est un vieux process de déstabilisation et d'envenimement des situations. Alors le temps court, malheureusement. Je vois que Jean-Bernard, tu veux intervenir. Alors, voilà. Ce sera la dernière question parce que malheureusement on doit quitter. Voilà. Donc juste, je voulais d'abord féliciter M. Canex de son exposé et surtout faire un bémol sur l'embargo économique ou les sanctions économiques contre la Russie. L'Allemagne, depuis qu'elle a ces sanctions, a augmenté ses exportations vis-à-vis de la Russie. Donc l'Allemagne arrive à contourner ces sanctions et personne ne lui dit rien. Par ailleurs, de grandes entreprises françaises continuent que notamment j'ai installé en Russie, continuent à investir en Russie sans aucun problème. Total vient de faire des investissements énormes en Russie, Thales y est, Auchan a 75 hypermarchés, etc. Donc je crois que le problème des sanctions est d'abord un problème politique. Tout à fait. Qui est voilà, ce qu'on a dit, un problème politique, mais que les entreprises ont compris et on savent maintenant les contourner. Voilà, c'est clair. Bon. Je suis assez d'accord avec ce que dit le général Pilatel. C'est évident que tout ça, un embargo n'est jamais total. Et donc, effectivement, on ne va pas vous sanctionner si vous portez des couches-culottes en Russie. Ce que les Américains visent avec leur embargo, c'est d'empêcher tout ce qui est de la haute technologie d'être vendu, évidemment de l'armement, puisque rappelez-vous cette affaire du bateau de commandement. Effectivement, il y avait une normalisation commencée avec les Français avec la vente d'équipements de défense, qui a été ensuite annulée, comme vous le savez. Donc, on est sur des situations où effectivement, vous savez, je repense souvent à l'exemple du général de Gaulle, quand il a dû raconter à ses collaborateurs, vous savez, je crois que je vais reconnaître la Chine populaire. J'imagine le traumatisme que ça a dû constituer dans son entourage. On a dû lui dire, mais enfin, mon général, vous n'y pensez pas, vous vous rendez compte, qu'est-ce que vont dire les Russes, les Américains, qu'est-ce que vont dire ci, qu'est-ce que là. C'est-à-dire qu'il y a au moment de courage politique, si vous voulez, malheureusement, on a cassé le moule. Le dernier acte de courage politique, c'était Chirac, et je suppose que dans son entourage, si vous voulez, il a dû aussi être entouré de tas de conseillers qui lui ont dit quand même, Monsieur le Président, vous n'y pensez pas, vous vous rendez compte, ne pas aller en Irak. Et c'est tout à son honneur. Cela dit, j'étais aux États-Unis quand s'est fait la fin de la guerre. Personne n'a rendu hommage à Chirac ni reconnu qu'il avait raison. Hein. Surtout pas, je veux dire, hein, surtout pas. Donc, vous voyez, l'histoire est ingrate, quoi, voilà. Très ingrate. Très ingrate, mais c'est vrai que tout est une question quand même au départ de volonté, de vision et d'état d'esprit. Alors, il y a peut-être une toute dernière question, et puis malheureusement, après, nous devrons nous quitter. On réessaie, Monsieur Bouillot. Oui, bonjour.
bonsoir. Bon, voilà. Merci pour votre travail. J'ai une question sur les pétromonarchies du Golfe et leur organisation économique et financière. On sait comment l'influence que ces pays ont en termes de géopolitique religieuse, mais on sait aussi que, si je prends par exemple le cas de l'Arabie Saoudite, on sait par exemple que les sociétés saoudiennes, souvent à leur tête, on a un homme de paille, un local, et derrière, vous avez un conseil d'administration qui est souvent constitué d'éventuels locaux, mais aussi beaucoup d'étrangers, et notamment d'anglo-saxons. Et donc, derrière ça, quand on voit des investissements comme sur le PSG ou le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, donc qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que c'est pas seulement des mannequins, ces pays? Alors, je pense qu'ils jouent leur jeu, mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas un jeu plus complexe de lobbies qui sont invisibles? Et donc, j'aurais voulu savoir si vous aviez un peu cherché dans ce domaine-là. C'est une question extrêmement intéressante qu'il faut voir à plusieurs échelles. D'abord, à l'échelle locale. Le vilain petit canard, c'est le Qatar. Le Qatar, pourquoi? Parce que c'est le pays qui tout à coup devient richissime quand on découvre ce champ gazier qu'il partage avec l'Iran. Et donc ce pays qui était considéré comme un nain géopolitique devient tout à coup une grande puissance financière et avec une grande intelligence de positionnement international. C'est-à-dire, il crée la chaîne Al Jazeera, qui est la seule chaîne arabophone dans laquelle on peut entendre des informations, pas des discours idéologiques. Et ça, c'est terrible pour l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite considérait que le leader de l'ensemble du Golfe Persique, c'était l'Arabie Saoudite, et donc il n'était pas question qu'un vilain petit État comme ça se permette de donner des leçons. Ensuite, vous savez que le Qatar s'est positionné plutôt avec les frères musulmans, et que donc pour les salafistes saoudiens, les frères musulmans, c'est l'ennemi. Rappelez-vous toujours, gardez toujours cette idée en tête. Ils veulent se massacrer entre eux, il faut les laisser faire, il ne faut pas s'en mêler. Donc le Qatar et l'Arabie Saoudite se sont fâchés, et ça c'est l'échelle, si vous voulez, qui vous explique que le Qatar a joué cette politique de diversification internationale avec le PSG, avec effectivement ces différentes interventions, actions dans les médias, etc. Et donc tous ces pays ont effectivement tous une stratégie. L'Arabie Saoudite est effectivement la plus maladroite, mais enfin elle a une diplomatie religieuse qui est particulièrement perturbatrice. Les Émirats arabes unis sont une entité avec laquelle on a des liens très anciens et qui savent bien comment marche la société française. Donc si vous voulez, il y a des postures tout à fait différentes sur les pays du Conseil de coopération du Golfe. Pour leur stratégie d'ensemble, encore une fois, c'est leur survie qui pèse. N'oubliez pas que c'est des régimes monarchiques, qu'à Bahreïn, vous avez une majorité chiite. Quand il y a eu les manifestations de la révolution arabe, les Saoudiens n'ont eu de cesse de vouloir intervenir militairement pour remettre au pouvoir la dynastie sunnite. Donc, si vous voulez, on est dans un ensemble géopolitique qui a ses propres problèmes. Le problème principal, vous le connaissez aujourd'hui, c'est le Yémen. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite a décidé une intervention au Yémen qui est particulièrement meurtrière, sur laquelle on se tait. On se tait parce qu'on considère que l'Arabie Saoudite, il faut faire attention, etc., etc. Et comme les Saoudiens ne sont pas vraiment des combattants, si vous voulez, ils préfèrent faire du bombardement aérien. Et donc, c'est une guerre effrayante parce que c'est des guerres de massacre. C'est une guerre dans laquelle régulièrement... Alors, les Américains fournissent les renseignements, les ciblages, mais enfin, comme les Saoudiens ne sont pas très, très entraînés, si vous voulez, le ciblage, souvent, il ne sert à rien. Donc, il y a eu des tas de bavures, de destruction d'écoles, de destruction d'hôpitaux, etc. Mais encore une fois, on se tait. On se tait, parce que qui va s'occuper des Yéménites? Les Yéménites, c'est les pauvres types de la région. En plus, les Américains, pour arranger le tout, ils ont classé les Houthis comme groupe terroriste. Vous vous rendez compte? C'est un pays qui est envahi par son voisin, son grand voisin du Nord, et on va qualifier les types qui font de la résistance comme de terroristes. Donc on est dans une espèce d'embrouillamini stratégique absolument extraordinaire dans la région. Et donc, pour répondre à votre question, ils ont effectivement tous un agenda, mais enfin cet agenda avec les moyens dont ils disposent. C'est-à-dire chacun a ses cartes. Le Qatar, je vous l'ai dit, il a son argent, il a sa normalisation avec l'Iran, ce qui est extrêmement important. Les Émirats et l'Arabie Saoudite sont en train de régler leur compte au Yémen, et il y aura donc encore beaucoup de morts avant que ça réussisse, parce que rappelez-vous que les Yéménites sont les seuls combattants de la région. Les Yéménites, c'était ceux qui structuraient les armées des États du Golfe quand même. Et donc voilà, paysage très, très inquiétant, encore une fois, pour des pays qui veulent nous expliquer ce que c'est que les droits de l'homme. Merci beaucoup. Très bien.
Bon, ben je pense que nous allons malheureusement devoir clore ce débat, qu'on pourrait tenir longtemps, mais on a une réunion derrière qui commence. Merci infiniment, Pierre, de t'être prêté à cet exercice. Tu restes avec nous d'ailleurs, hein, parce que ça continue. Mais merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter la conférence et de participer, d'écouter aussi le débat qui s'en est suivi. La prochaine vidéoconférence devrait avoir lieu, mais nous vous le confirmerons a priori le 16 février. Elle devrait traiter normalement, mais encore une fois à confirmer, de la question iranienne. Voilà, nous vous donnerons de plus en plus d'informations dès que possible. Je vous remercie beaucoup de votre attention et aussi de soutenir par ce biais Géopragma. Merci infiniment et bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.